L'homme qui l'écoutait demeura bouche bée, ne sachant ou plutôt redoutant ce qu'il allait dire. Le vieux Feller qui l'observait attendait. Puis il eut comme une sorte de mouvement de pitié pour cet homme encore jeune, et ses yeux brillèrent d'un éclat insoutenable. Ce fut lui qui acheva de sa voix chevrotante qui butait sur les mots. Alors, je pense que s'ils ne sont pas parmi nous, on ne les reconnaîtra jamais. Tu as peut-être raison. Tu as même sûrement raison. On ne connaîtra jamais les coupables, lesquels ne sont et ne seront jamais inquiétés. C'est ainsi. Nous y sommes habitués, n'est-ce pas? Nous y sommes habitués, diras-tu, et il n'y a rien à faire. Ce qui est important, mon fils, vois-tu, c'est que nous sachions, nous, qui sont les innocents. Les yeux du vieillard s'étaient rétrécis à l'extrême pendant qu'il disait cela. Maintenant, il avait l'air d'un Asiatique, avec ses pommettes saillantes, d'où partait tout un champ de rides. On eût dit qu'il riait, mais il restait parfaitement silencieux. On eût cru qu'il se réjouissait hautement de tout ce qui arrivait, mais son visage conservait, ajusté sur ses traits, la même expression. Encore un moment, un long moment s'écoula. Ce visage couturé ne changea pas d'un pli. Il conservait impassiblement son expression hilare. Il était d'une immobilité effrayante. Entre ses paupières à peine fendues luisait une lame froide. L'autre le dévisageait beaucoup plus qu'il ne l'écoutait. Ce fut alors que le vieillard reprit. « Nous savons où sont les innocents. Ils sont liés par la prison, les coups et aussi le sang. Notre sang se répand et continuera certainement à se répandre. Ainsi, nous serons cimentés. En un temps comme le nôtre, c'est terrible d'être innocent. » Le vieillard s'interrompit encore pour fixer l'autre. Il arborait toujours sa redoutable expression réjouie. Son visage n'avait pas bougé. Bas-de-Douche avait toujours sa tête de paysan chinois. C'est terrible d'être innocent. Nous ne saurons échapper à notre sang. Aucun de nous n'y échappera. Tout le pays sera pris par son appel. Parce que nous sommes les innocents. C'est juste ce qui nous arrive aujourd'hui. Avec un tressaillement de tout le corps, il redit encore ces dernières paroles. Puis, baissant brusquement le ton, d'une voix neutre un peu oppressée, il murmura à l'homme. « Par le sang qui est entre nous, restons unis. C'est ce qu'il faudrait dire à tout le monde. La police va arriver d'un moment à l'autre. » Le vieillard s'éloigna sans attendre de réponse, d'approbation ou de question de la part du Feller, parlant tout seul à mots chuchotés et incompréhensibles, semés d'exclamations, adoptant une démarche bizarrement sautillante et brandissant son bâton d'un geste saccadé. Bas-de-Douche alla ainsi de groupe en groupe, de son petit pas, sans se presser outre mesure, sans se décourager, comme s'il avait l'éternité devant lui, et s'adressait à chaque cercle de Feller.
Il avait l'air de prendre chacun à partie pour une offense sanglante qui lui aurait été faite. Ce qu'il faut, disait-il partout, avec une véhémence tyrannique, ce qu'il faut, c'est chercher les coupables. La plupart des fellahs l'écoutaient sans élever une remarque. C'était étrange de voir l'obstination du vieillard. Il les abordait l'un après l'autre et, inflexible, insistait pour qu'on lui prêtât attention. Il faisait cela sans paraître de l'avis de personne. Tous ceux qui l'entendaient se détournaient, le visage fermé. Ils s'éloignaient un à un, solitaires, comme s'ils emportaient un secret. Et lui, le vieillard, il poursuivait sans lassitude sa tâche, avec une démarche de sauterelle. De l'un à l'autre, puis encore de l'autre à l'un. Une volonté plus forte que lui actionnait ses jambes extraordinairement maigres qui dépassaient d'une culotte étroite de campagnard. De temps en temps, il faisait une pause pour reprendre son souffle. Il dodelinait de la tête. Puis, il se remettait en chemin, infatigable, ressassant à tous les mêmes paroles. Pendant ce temps, des autos basses sur roues, noires, traînant un ventre de furet, s'étaient mises à sillonner la campagne. On distinguait les visages derrière les glaces. C'était la sûreté. Slimane Meskin les observa. Il connaissait ces visages. Chaque voiture stoppa enfin à un point différent du pays. Les policiers en sautaient rapidement. Ils se concertaient, regardaient autour d'eux. Cela était déjà venu durant la grève. Et ils avaient tous le même air, des traits sans différence. À pas pressés, ils se dirigèrent d'abord vers la ferme Villard. Les fellahs qui se trouvaient sur leur passage ne leur jetèrent pas un regard. Les policiers les dépassèrent, se retournèrent, puis continuèrent leur chemin sans s'arrêter. Pourvu que nous tenions le coup, pensait Slimane. Les gens de Bni Boublen vivaient dans une attente fiévreuse. Ils gardaient néanmoins leur sang-froid. Ils avaient montré clairement en cette grève qu'ils étaient capables de se dominer, d'agir sciemment. Cela, justement, avait pris les colons au dépourvu, qui pensaient que l'affolement et le désordre en un instant feraient perdre la tête aux paysans. Ce fut donc une surprise presque aussi grande que la grève même. Celle-ci continuait à être soutenue sans défaillance, bien qu'il y eût quelques hommes à reprendre le chemin des champs. Des gens attachés à une ferme depuis leur enfance, leur naissance. Ces domestiques furent appuyés par des Marocains qui passaient clandestinement la frontière et que les colons ne se faisaient pas faute d'embaucher avec des salaires encore moindres, malgré les lois pour les opposer aux ouvriers du pays. Rien n'y fit pourtant. Les fellahs déployaient une résistance têtue, fuyant les offres individuelles et insidieuses, les marchés à part, les transactions, les tapes dans le dos et les paroles sucrées. « Moi, je suis un ami des Arabes, leur déclara-t-on. Alors qu'ils ne demandent rien. Allez, viens travailler, Ahmed. Je te connais bien. Et toi, tu me connais. Viens, il faut bien que tu manges,
que ta femme et tes enfants mangent. Moi, je ne suis pas comme... Et celui-là nommait un autre colon. Je paye bien, je suis un ami des... Les cultures commençaient à pourrir sur pied. Mais souplement, les fellahs pris à part, s'esquivaient, éludaient les questions et les offres. Ils ne voulaient rien envenimer. Et voilà que des policiers occupaient la campagne. Le colon qui avait dit « Il faut que tu manges, que ta femme et que tes enfants mangent » n'avait plus besoin d'insister. Le fellah à qui il avait dit cela était en prison. Comment c'est arrivé? Comment? Vous demandez comment? Le sort l'a voulu, disait Azouz. Sa voix semblait résignée. Il ne faisait plus attention à ceux qui l'entouraient. Il paraissait réfléchir. Et chacun contemplait ses mains qui reposaient, ouvertes et retournées sur ses genoux. Il restait assis sur le sol et les jambes croisées en ciseaux. Maintenant les fellahs se trouvaient en face de faits nouveaux qui accouraient de tous les points de l'horizon et se dressaient entre les quatre murs de terre de ce gourbi. Des événements, mais étaient-ce des événements, ces pressentiments sans forme et pour ainsi dire sans visage, cette incertitude où ne vibrait aucune signification claire? Des appels? Mais venus d'où? Des avertissements? Mais qui les lançait? Aucune sensation qui pénétra aussi profondément tous les cœurs que celle de ce destin soudain présent. Le monde où ils étaient enracinés, dont ils étaient une parcelle vive, allait définitivement mourir pour renaître différent. À cette heure troublée, où tout s'écroulait, où la voie à laquelle ils avaient été habitués, bouchée d'un seul coup, devenait impraticable, celle de l'avenir s'ouvrait. Cette sensation naissait à l'heure paradoxale où s'opérait un effondrement, où apparaissait la catastrophe. C'est arrivé, Dieu seul sait comment, dit le fellah. Aucun être humain ne saurait le dire. Mais nous savons que cela devait arriver. Les autres comprenaient qu'il ne restait qu'une chose à faire, tenir bon. Azouz avait perdu sa femme dans l'incendie. Il fallait tenir à tout prix, envers et contre tout. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.